Mesdames, Messieurs, je voudrais achever ce cycle de conférences en soulignant combien la poésie est la dimension essentielle de l'art de Poussin. Qu'est-ce que la poésie pour le XVIIe siècle? Ouvrons le dictionnaire de Furetière. On nous dit d'abord que c'est l'art de faire des poèmes, on s'en serait douté, et de faire des compositions et des représentations en vers. Et Furetière ajoute, la poésie est une peinture parlante, ce qui est un lieu commun pour l'époque. La patience et l'érudition des historiens de l'art, l'intérêt des sciences humaines pour Poussin, les analyses les plus poussées de la pensée de l'art du peintre par de savantes exégèses ne doivent s'exercer que pour rendre compte en dernier ressort du rayonnement incomparable des œuvres. Ce sont des œuvres radioactives, des choses muettes, comme disait Poussin, mais beaucoup plus parlantes que tant de beaux discours. La force d'évocation des images opère chez Poussin au plus haut degré. Le sujet, ou plutôt sa leçon, est profondément ressenti par le spectateur. Et rappelons ici ce que disait Bernin, qui qualifiait Poussin, à propos des bacchanales, de grand historiatore et grand favoleggiatore, grand raconteur d'histoire et grand raconteur de fables. Après avoir longuement contemplé l'extrême onction chez Chanteloup, je cite, « Il a dit que cela faisait le même effet qu'une belle prédication qu'on écoute avec une attention fort grande et dont on sort après sans rien dire, mais que l'effet s'en ressent au-dedans. » L'effet s'en ressent au-dedans et c'est déjà une indication sur la manière dont Poussin entend communiquer une vérité poétique et pas seulement religieuse, poétique, avec son spectateur. Il y a en effet plusieurs Poussins. Vous vous en êtes rendu compte au cours de ces conférences. Le peintre philosophe, pour ceux qui privilégient le caractère hautement intellectuel de sa création. Le peintre, également légitime, destiné aux amateurs, toujours sensibles à l'enchantement visuel qu'il prodigue. Et le peintre poète, qui correspond peut-être le mieux à sa nature et à son projet, à son intention d'égaler, voire de surpasser avec ses propres moyens, un art qu'il a toujours placé très haut, un art évocateur, riche en images comme en sonorités. Poussin ne craint d'ailleurs pas de se comparer lui-même à un poète, et pas n'importe quel poète. Lorsqu'il envoie son propre portrait à Chanteloup, il lui écrit ceci: « La place que vous voulez donner à mon portrait en votre maison augmente mes dettes de beaucoup. Il y sera aussi dignement comme fut celui de Virgile au musée d'Auguste. » Lettre du 3 juillet 1650. Il composa par ailleurs pour l'imprimerie royale le frontispice de ses œuvres, des œuvres de Virgile, j'entends, gravées par Mélan, que vous voyez ici donc à gauche de l'écran, et qui montre Apollon couronnant Virgile. Et puis, il évoque une dernière fois Virgile, quelques mois avant sa mort, en énumérant tout ce qui, dans l'art du peintre, ne saurait s'apprendre, mais relève de l'inspiration d'un don tout divin. C'est, dit-il, citation extrêmement célèbre, « le rameau d'or de Virgile que nul ne peut trouver ni cueillir s'il n'est conduit par la fatalité. » La lettre est à Roland Fréard de Chambray et est datée du 1er mars 1665, donc quelques mois avant la disparition de Poussin. Mais avant Virgile, le poète qui a le plus compté dans la formation de Poussin, sans doute davantage que les peintres auprès desquels il a appris la technique de son art, et à égalité sans doute avec les grands maîtres auxquels il a voulu se mesurer, tel Raphaël ou le Dominicain, ce fut Giambattista Marino, rencontré à Paris dans l'entourage de Marie de Médicis, et qui fut son premier protecteur. Vous voyez ici deux portraits de Marino, à droite un portrait de Pourbus, 1619, et à gauche un portrait où il est encore plus âgé, 2 ans avant sa mort, vers 1623, par Simon Vouet, connu à travers une gravure de Gruyter. Le cavalier marin, comme on l'appelait alors, était l'une des étoiles les plus brillantes de la littérature. On ne lit plus guère aujourd'hui son œuvre, abondante, diverse, d'une très riche inspiration mythologique et chrétienne.
la fantaisie, le pathétique, la sensualité s'y mêlent, et Marino a su utiliser toutes les ressources de la rhétorique classique pour faire de la poésie. Aujourd'hui, petite parenthèse, rhétorique et poésie sont un peu ennemis, opposés, mais il n'en est rien pour les gens du XVIIe siècle. La poésie est aussi une rhétorique. Nous allons y revenir. Donc, pour faire de la poésie un art qui donne à voir, qui donne à comprendre le monde, une rivale de la peinture. Poussin lui a rendu hommage dans le tableau du Triomphe du poète, qui est à la Galerie Corsini à Rome, tableau exécuté dès 1624 et longtemps tenu à l'écart du catalogue des œuvres sûres de Poussin, mais maintenant pleinement réhabilité depuis Jacques Tuillier, et qui était censé représenter un triomphe d'Ovide et qui est sans doute plutôt un hommage à Marino, un portrait très idéalisé de Marino, mais surtout une allusion à l'inspiration majeure de sa poésie, l'inspiration érotique. Le thème des amours malheureuses de Vénus et d'Adonis, et vous voyez ici Vénus qui est couchée au milieu des amours, certains amours qui s'exercent à viser un cœur avec leurs flèches, le poète étant au milieu donc, de tous ces personnages. Et cela rappelle évidemment le grand poème de Marino, ce qui est son œuvre sans doute la plus connue et la plus longue, l'Adone, c'est-à-dire Adonis, qui est paru à Paris en 1623 et qui a été traité à plusieurs reprises par Poussin. Le thème des amours malheureuses de Vénus et d'Adonis est mêlé par Marino à d'autres mythes qui lui font écho dans ce grand et long poème en 4 chants. Et au fond, c'est une manière de concevoir le sujet, une manière de composer que Poussin a parfaitement comprise, qu'il a assimilée, car dans ces tableaux mythologiques notamment, il y a souvent plusieurs sujets qui sont traités ensemble, plusieurs échos. Nous en verrons quelques exemples. On pourrait citer un certain nombre de tableaux de Poussin de cette première période romaine. Ici, le Vénus et Adonis qui se trouve à Fort Worth, Kimbell Museum, qui est un hommage à la poésie de Marino et au poème de l'Adonis, et en même temps un hommage, bien sûr, aux poésies mythologiques et érotiques de Titien, exécutées un siècle auparavant et qui avait fortement inspiré Poussin à Rome. On a donc ici un exemple parfait de cette poésie amoureuse, mais en même temps savante, avec toutes sortes d'implications que Poussin, comme Marino, ont développées dans leurs arts respectifs. En même temps, la donne repose sur un concetto, sur une idée centrale, qui est effectivement que trop de plaisir finalement conduit au malheur, conduit à la douleur, que l'amour, même le plus comblé, comme celui de Vénus et Adonis, peut déboucher évidemment sur l'infortune et sur la mort, et c'est le cas d'Adonis qui est tué, vous le savez, à la chasse par un sanglier. Alors, cette idée centrale, elle est développée par Marino dans son poème, à l'aide évidemment de l'évocation du mythe d'Adonis, et aussi à l'aide d'autres mythes qui sont placés un peu autour, comme une couronne, autour de ce thème central, et qui le font valoir. Les 15 dessins conservés à Windsor, que Poussin a fait pour Marino à Paris, avant son départ pour Rome, sont ce qu'on appelle justement des inventions poétiques, et des inventions poétiques qui sont destinées à un poète. Par invention, il ne faut pas entendre un sujet nouveau, car tout ici est tiré des Métamorphoses d'Ovide et aussi de l'Énéide de Virgile, mais plutôt la manière neuve de traiter ce sujet en mots comme en images. Ces dessins, qui sont vivement tracés à la plume et au lavis, manifestent le feu du jeune artiste, comme disait Marino, sa capacité d'imaginer, c'est-à-dire de voir et de faire voir à partir des vers du poète. Il ne faut pas cependant y chercher un équivalent pur et simple de la poésie précieuse et volontiers compliquée de Marino. On y trouve plutôt l'effort du jeune peintre pour traiter des fables comportant une action et plusieurs personnages, des sujets un peu ambitieux, et pour donner à ces sujets une cohérence, comme une pièce de vers très travaillée. Et on trouve une grande variété de ces inventions et de ces compositions dans la série de dessins. Certaines sont très simples et frappantes, comme le Polyphème épiant Acis et Galatée, à gauche,
D'autres sont plus complexes et déjà, vous le remarquez, organisés à la façon d'un bas-relief antique, comme la naissance d'Adonis. Adonis qui est né d'une certaine Mira, qui avait été violée par son père et qui a été transformé en arbre, l'arbre Amir justement, le myrte, et le jeune Adonis naît de l'écorce quasiment de l'arbre, au moment où sa mère a déjà été transformée donc, en arbre. Autre point de contact entre Marino et Poussin, le très beau tableau de Chantilly, Le Massacre des Innocents, dont la date est controversée puisque certains estiment que c'est une œuvre très précoce, réalisée en 1624 environ, et d'autres, qui me semblent plutôt avoir raison, plus tard, vers 1630, peut-être 1631. Et Le Massacre des Innocents prend sa source, bien sûr dans la Bible, mais surtout dans un très long poème de Marino qui s'appelle La strage degli innocenti, le massacre des innocents, qui a été publié de façon posthume dans les années 30, après la mort du poète, mais qui avait été achevé dès 1610 et dont Poussin pouvait avoir parfaitement connaissance par des copies manuscrites qui circulaient. Et on a l'impression, en voyant le tableau de Chantilly, de se trouver devant une strophe du poème de Marino, parce que Marino se plaît à raconter évidemment le massacre, mais en même temps il isole un certain nombre de scènes, et ces scènes sont toujours centrées autour d'un personnage, notamment évidemment les personnages des mères qui pleurent et qui tentent de défendre leurs enfants. Et on trouve même dans le poème de Marino ce détail auquel Poussin a sans doute songé, d'un enfant qui est massacré au moment où il est en train de lire sur une tablette de cire, et son sang coule sur la tablette. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais un jet de sang qui coule du flanc de l'enfant, un détail particulièrement cruel que Poussin a placé donc au premier plan de ce tableau. Donc, une sorte de strophe poétique concentrée sur un petit nombre de personnages, avec de surcroît un pathétique, un pathos violent qui est tiré de la statuaire antique. Et à côté, quand on regarde le tableau de Guido Reni, qui est beaucoup plus précoce, 1610-1612, qui est d'un extrême raffinement formel, une composition très balancée, avec de très belles figures, on a l'impression que Guido Reni répond mieux, d'une certaine façon, à la pensée du poète, qui dit que l'extrême beauté peut naître de l'extrême horreur. Et qui dit également quelque chose de très important, c'est que le pinceau du peintre et la plume du poète peuvent à volonté, tous les deux, donner la vie et la mort. Poussin le donne ici, la donne cette mort d'une manière sans doute plus brutale, il y a beaucoup moins de sang dans le tableau de Guido Reni, et il semble curieusement dans ce tableau rejoindre d'une certaine façon l'art du Caravage, et on peut penser, comme l'a fait une grande spécialiste de Poussin aux États-Unis, Elisabeth Cropper, qu'au fond c'est Marino qui fait le lien ici entre Caravage et Poussin, deux peintres qui, Poussin n'aimait pas vraiment le Caravage, mais tous les deux, Poussin comme le Caravage, sont des peintres qui ont lu Marino et qui l'ont médité. Et Marino a protégé d'ailleurs les deux, successivement. Mais entre 1624 et le début des années 30, Poussin semble s'émanciper de son modèle. Et on peut ici comparer les deux versions de l'inspiration du poète, celle du musée de Hanovre à gauche, qui date des environs de 1628, et celle du Louvre, sans doute longuement travaillée et reprise entre 1628 et 1633. Je rappelle que la chronologie de Poussin reste toujours sujette, évidemment, à discussion. La première version, vous le voyez, est beaucoup plus sensuelle et elle célèbre une véritable ivresse poétique et érotique qui pourrait être celle d'Anacréon, le poète du vin, le poète des amours faciles, le poète alexandrin. Et la seconde, comme l'a montré Marc Fumaroli, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus majestueuse, montre l'acte solennel de l'écriture des premiers mots du poème épique, puisqu'il s'agit sans doute de la muse de la poésie épique, Calliope, qui est placée à gauche du tableau du Louvre, sous la dictée d'Apollon, qui est l'inspirateur, donc qui va déclencher l'inspiration poétique.
Ce tableau, donc, comme l'a montré Marc Fumaroli, correspondrait beaucoup mieux à la conception du pape Urbain VIII. Il faut rappeler qu'Urbain VIII Barberini était pape, mais il était aussi poète. Il était très imbu de lui-même et de ses vers, et c'était un poète d'ailleurs tout à fait estimable, mais ça n'était pas Marino. Et il devait être très jaloux également de Marino, et surtout, la poésie de Marino devait lui paraître scandaleusement profane. Et d'ailleurs, il a fait mettre plus tard le poème de l'Adonis à l'index. Et Urbain VIII a voulu réconcilier sur le mont Parnasse, c'est-à-dire le Vatican assimilé au mont Parnasse, lieu spirituel, le meilleur de l'Antiquité et le meilleur du christianisme, en bannissant évidemment les aspects trop profanes. Et on a pu parler ici d'un néoclassicisme chrétien qui illustre la sérénité des figures et le rythme ternaire de la composition. Cette conception plus sereine, on la retrouve aussi dans le Parnasse du musée du Prado à Madrid, qui date à peu près des mêmes années, 1631-32, qui est bien sûr un hommage à Raphaël et à la chambre donc, du Vatican où se trouve le Parnasse de Raphaël, et aux poètes antiques et modernes. On a même dit que le poète qui était couronné par Apollon pourrait être Marino. Ça, je ne le pense pas, mais Marino doit se cacher ailleurs, et il est possible qu'il soit plutôt un des poètes qui sont représentés ici plus discrètement sur le côté de la composition. Donc, hommage à Raphaël, hommage au pape Léon X, hommage à Urbain VIII, évidemment, qui s'identifie à Léon X, et hommage également à Poussin, qui s'identifie d'une certaine façon, ou qui se mesure à Raphaël sur ce mont Parnasse. Voilà pour les représentations, pourrait-on dire, de la poésie et de l'acte poétique dans des tableaux qui ne sont pas seulement d'ailleurs des allégories, mais qui contiennent bien autre chose qu'une pure et simple mise en œuvre d'idées. Maintenant, il faut voir évidemment plus avant ce qu'est la poésie pour Poussin, comment il la pratique à sa manière, c'est-à-dire en peintre, je le rappelle, et avec les moyens de la peinture. Pour Poussin, comme pour ses contemporains cultivés, toute poésie est une composition, est une disposition, comme on dit, le terme étant repris du mot latin dispositio, qu'on trouve évidemment chez Cicéron et chez Quintilien. Et à cet égard, Poussin a beaucoup appris des poètes, beaucoup appris de Marino en premier lieu, parce que pour eux, ce qui importe, ce n'est pas tant de raconter une histoire ou de raconter un mythe, que de développer leur interprétation grâce à tout un jeu de digression et d'écho. Exactement ce que fait Marino, justement, dans un poème comme l'Adonis. Et l'un des meilleurs exemples à cet égard serait l'Empire de Flore du musée de Dresde, 1630-1631, là on est sûr de la date parce que le tableau est documenté, qui reprend plusieurs passages des Métamorphoses d'Ovide, des Fastes d'Ovide, à travers la réinterprétation qu'en a donnée Marino dans plusieurs de ses œuvres, dont l'Adonis justement. Et ceci dans le contexte de la Rome de l'époque, les jardins de fleurs dans lesquels se mêlaient la science botanique et l'agrément était l'une des passions et l'une des fiertés des grandes familles romaines, notamment des ecclésiastiques romains. Et l'art du peintre-poète se manifeste dans cette composition qui unifie la complexité des sources littéraires en présentant une succession de personnages, Ajax, Narcisse, Adonis, qu'on va voir ici, tout à fait à droite, Hyacinthe, Smilax, qui sont tous des héros qui ont pour point commun d'avoir aimé, d'avoir été tués ou d'être devenus fous, comme Ajax par exemple, et d'avoir été finalement métamorphosés en fleurs. Et en même temps, le sens du tableau s'enrichit parce que derrière, il y a une idée encore plus profonde. Ce n'est pas une simple illustration du mythe, c'est la mise au service de ces épisodes mythologiques, mise au service auprès d'une idée centrale, c'est-à-dire l'idée d'un éternel retour de la vie,
de la vie de la nature sous l'égide de 3 divinités, Pan ou Priape, qu'on voit à gauche, qui symbolise la fécondité, Apollon, la lumière et la chaleur du soleil, que vous voyez dans le ciel, et Flore, qui danse au milieu, entourée d'amour, et qui symbolise donc le printemps et la renaissance de toute chose. Donc le peintre réussit ici à transformer en une seule image, pleine de grâce, pleine d'allégresse, un système global d'explication de la nature et de l'ordre du monde, traité de manière poétique, à travers le traitement qu'en ont donné les poètes. De tels effets de composition sont omniprésents dans l'œuvre de Poussin, depuis les poésies sensuelles de la jeunesse aux scènes plus austères de la maturité. Et on peut parler véritablement d'un effet de rime soigneusement ménagé. Ainsi, dans Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, un magnifique tableau trop peu vu en France, une collection particulière qui est en ce moment exposée dans l'exposition Poussin et Dieu, vers 1645, où l'on voit très bien que les attitudes, les gestes se répondent un par un de part et d'autre du tableau, et que l'intensité expressive des lignes, des attitudes, est redoublée ici par le choix des couleurs qui unissent la force à la grâce. Il ne faut pas oublier que les couleurs sont évidemment pour Poussin essentielles dans son intention poétique, dans la mesure où, comme il le dit, les couleurs, ce sont les leurres qui persuadent les yeux, et elles sont exactement l'équivalent des sonorités dans la poésie. Sonorités pour l'oreille qui aident au poète à faire comprendre et à faire ressentir plus exactement ce qu'il veut dire, et les couleurs jouent un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'elles aident, je dirais, à faire passer la disposition et l'invention du poème et à la faire goûter. Dans Le Christ guérissant les aveugles du Louvre, que vous voyez maintenant, l'invention du sujet, sa belle disposition, ne serait rien justement sans l'élocution de la lumière et des couleurs, qui sont comparables aux sonorités des mots chez Virgile, par exemple. L'éclat et la douceur communiquent un certain sentiment d'allégresse qu'a très bien compris le peintre Sébastien Bourdon dans la conférence qu'il consacra à ce tableau devant l'Académie royale en 1667, que, je cite, Poussin a voulu figurer un matin parce qu'il y a quelque apparence que Dieu choisit cette heure-là comme la plus belle, et celle où les objets semblent plus gracieux, afin que ces nouveaux illuminés reçussent davantage de plaisir en ouvrant les yeux, et que ce miracle fût plus manifeste et plus évident. Et il ajoute, et bien que toutes les couleurs qu'il y a employées soient fort vives, elles sont si bien disposées qu'il y a entre elles un accord merveilleux, ayant répandu sur toutes une teinte universelle de la lumière dont l'air est éclairé, laquelle leur donne cette union et cette grâce qui les rend si agréables et si douces à la vue. Poussin, grand lecteur des poètes, a beaucoup réfléchi sur la façon de faire de la poésie. Il ne faut pas oublier, rappelons Paul Valéry et bien d'autres, la poésie, c'est peut-être d'abord aussi faire la poésie, la construire. Dans poésie, il y a poiein, il y a poésis, c'est-à-dire des mots grecs qui signifient faire, l'acte de faire, l'acte de créer en faisant et en construisant. D'un côté, donc, il fait confiance à l'inspiration, le fameux rameau d'or que nul ne peut trouver s'il n'est conduit par le destin, mais il sait de l'autre que toute peinture, comme tout poème, est fabrication et que l'une ne va pas sans l'autre. Les traités de poétique, de ce qu'on appelle la poétique, principalement ceux de Castelvetro, le commentaire de la poétique d'Aristote de Castelvetro date de 1570, le discours du poème héroïque du Tasse, le grand poète donc Torquato Tasso, 1594, et plus récent, le traité de l'art de l'histoire au sens de l'historia, du récit poétique, d'Agostino Mascardi, qui date de 1636. Il connaissait sans doute au moins des extraits de ces livres, et ces extraits ont permis au peintre d'unir la théorie et la pratique. C'est dans ces livres qu'il a pu méditer sur les préceptes de la rhétorique classique et de la poétique classique, cet art d'inventer, de composer, de s'exprimer, sur lesquels, j'y insiste, reposait à cette époque toute création. On constate que ce souci est présent de bout en bout dans son œuvre, mais sans doute se manifeste-t-il avec plus de force dans les années de la maturité la décennie 1630-1640 est peut-être la plus riche à ce moment-là, et c'est la décennie pendant laquelle Poussin prend de plus en plus d'importance en tant qu'artiste sur la scène romaine.
Alors, je donnerai ici 2 exemples. Le premier est tiré de la Jérusalem délivrée du Tasse, où Poussin, comme beaucoup d'autres peintres, a repris le sujet, l'épisode émouvant de Tancrède et Herminie. Herminie qui vient secourir Tancrède qui est blessé et qu'elle croit mort. Elle va couper même ses cheveux, elle va apporter des onguents pour le guérir. Et finalement, d'ailleurs, il va guérir. Et Poussin a donné plusieurs variations sur ce thème, dont 2 très beaux tableaux, l'un à l'Ermitage, qui est des environs de 1630-31, et un peu plus tard, mais ces quelques années comptent justement dans la création de Poussin, vers 1634, qui nous rappelle que Poussin fut un lecteur véritablement assidu du Tasse, et que c'est sans doute chez lui, davantage encore que chez Marino, qu'il a puisé les qualités expressives de son art, qu'il a appris à extraire toute l'émotion d'un passage, en distinguant l'essentiel du secondaire, en agençant les gestes et en mettant l'accent sur les sentiments ou les passions, comme on dit en français à cette époque, et en italien, on parle d'affect, d'affetti, comme l'avaient fait avant lui les poètes, et aussi compositeur de musique Claudio Monteverdi, rappelez-vous le combat de Tancrède et Clorinda, inspiré de la Jérusalem, ou bien le Lamento d'Ariane, qui est inspiré de Catulle et d'Ovide. Et Poussin, comme Monteverdi, va utiliser à des fins expressives les moyens qui sont mis à sa disposition, c'est-à-dire ici, bien sûr, l'expression des figures, les lignes et les couleurs. Et ce qui est intéressant, la comparaison a été faite notamment par Giovanni Carreri, on passe d'un tableau à l'autre à une définition un petit peu plus floue, pourrait-on dire, des sentiments, mais en même temps tellement émouvante, tellement sensuelle, donc dans le tableau de l'Ermitage, où Tancrède paraît véritablement mort et Herminie se lamente sans restriction sur le corps de celui qu'elle croit mort, alors que le tableau de Birmingham est beaucoup plus complexe et beaucoup plus décidé. La représentation des affects est plus compliquée dans la mesure où on voit notamment Tancrède ici commencer à se redresser et à regarder vers Herminie, et sa posture montre justement qu'il est en train de se réveiller, de guérir, sous l'effet effectivement des soins prodigués par Herminie, dont le geste d'ailleurs ici est plus décidé, plus explicite, parce qu'on voit très clairement qu'elle se coupe les cheveux avec l'épée qu'elle a à la main. Donc, d'un côté, un tableau où tout nous dit la pitié, et la pitié élégiaque, et dans l'autre, au contraire, un tableau qui montre déjà, à travers cette pitié et à travers ses soins et ses larmes, la joie de la guérison. Autre exemple, très différent, est tiré d'un autre tableau qui est à Rouen, le Vénus montrant ses armes à Énée. Et un tableau très important où Poussin se mesure à Virgile, ce qu'il a fait relativement rarement, où il ose se mesurer à ce qui est pour lui, en poésie, la référence suprême. Et il met en image, vous le voyez, un passage du livre 8 de l'Énéide, où la déesse Vénus, qui est la mère d'Énée, lui apparaît dans un bois sacré non loin du site de la future ville de Rome, en Italie, et lui montre les armes qu'elle a fait forger pour lui par Vulcain. Alors Poussin ici va faire correspondre étroitement un sujet, il ne dit pas un sujet, il dit une matière noble, et un style qu'il va nommer à la suite du Tasse la manière magnifique. La manière magnifique, parce qu'il y a de la magnificence dans ce type de style, dans ce type aussi d'élocution. Et d'ailleurs, un passage du discours du Tasse sur le poème héroïque est très éclairant, puisque le Tasse fait une comparaison entre Dante et Virgile. Et il dit que Dante est un peu comme Homère, c'est-à-dire un poète qui raconte et surtout qui met devant les yeux avec beaucoup d'évidence les choses dont il parle. Donc il a de la force, ils ont tous les deux beaucoup de force d'évocation. Mais le Tasse ajoute que Virgile se tient plus près de l'universel, et c'est pour dire les choses avec plus de magnificence et de gravité. On se tient près de l'universel parce que la leçon du poème doit être universelle, doit être en principe comprise à travers les siècles, à travers les âges, et en même temps,
est une leçon de gravité et de magnificence. Le merveilleux vraisemblable du sujet, l'héroïsme du sujet sont transmis au spectateur par l'agencement de l'image, et pour cela, vous voyez que le peintre condense le récit et choisit le moment le plus solennel, en excluant les épisodes secondaires que vous voyez à l'arrière-plan de la gravure sur bois, très belle gravure d'ailleurs par ailleurs, de Bernard Salomon, pour l'édition de l'Énéide, parue à Lyon en 1560. Poussin était assez familier de ces ouvrages de la fin du XVIe siècle, et il a dû voir sans doute cette édition qui était à l'époque l'édition de référence illustrée de l'Énéide de Virgile. En tout cas, Bernard Salomon raconte une succession d'épisodes pris dans le livre du 8 de Virgile, et il essaye d'imiter finalement le poète et la succession des épisodes et des mots par le poète, alors que Poussin, au contraire, va se concentrer sur une image qui est l'apparition de la déesse qui désigne les armes à Énée. Poussin concentre en effet ses effets, il va placer ses figures principales en un certain lieu, un bois sacré, dit le poème, mais un bois sacré qu'il réduit ici à 3 arbres. Un fleuve et ses affluents, mais qu'il va évoquer non pas par la représentation du fleuve lui-même, mais par un dieu fleuve et des nymphes des eaux qui sont représentées avec lui. Et il va mettre aussi en valeur un certain nombre d'accessoires, qui ne sont plus d'ailleurs vraiment des accessoires ici, qui prennent une véritable force poétique. Ce sont les armes et ce sont les vases. Les armes qui jouent ici d'ailleurs le rôle d'un troisième personnage en quelque sorte, puisqu'ils apparaissent sur le volet de droite, si j'ose dire, de la composition, accrochés aux chaînes dont nous parle Virgile. Et c'est seulement de cette façon que Poussin réussit à dégager des vers du poète certaines possibilités plastiques. Possibilités plastiques, c'est un terme que j'emprunte à Henri Bardon, un grand latiniste aujourd'hui disparu qui avait déjà parlé de Poussin et de la poésie, et notamment de Virgile, dans le fameux colloque organisé par Jacques Tuillier et André Chastel en 1958 à Paris. Les possibilités plastiques sont dégagées, mais il ne s'agit en aucun cas d'une illustration du poème. Et ces possibilités plastiques évoquent évidemment aussi certains souvenirs de la grande sculpture gréco-romaine, et notamment d'une manière qui me semble très évidente, les reliefs de l'époque augustéenne. Il ne faut pas oublier que pour les contemporains de Poussin, la période augustéenne est vraiment la période de référence de la latinité, c'est la période de l'équilibre, c'est le siècle d'Auguste, et la majesté justement de la manière magnifique apparaît très bien dans des œuvres comme les bas-reliefs de Lara Pakis. Ce bas-relief-ci, à l'époque de Poussin, était conservé à Florence. Il avait fait partie des collections des Médicis et il a été rapatrié ensuite à Rome au musée de Lara Pakis. Poussin a pu le connaître soit directement, puisqu'il a séjourné au moins une fois et peut-être 2 à Florence, et à travers peut-être des copies. En tout cas, il y a une rencontre ici tout à fait parlante, me semble-t-il, entre cette apparition de Vénus dans le tableau, une apparition qui fait justement tableau, qui est immobile, qui est suspendue, et c'est cet effet, la majesté divine et le destin de Rome, que Poussin a cherché à rendre par une composition ternaire et symétrique, aux coloris sobres, dont la simplicité et la force évoquent justement la tellus mater de Lara Pakis. Vers la fin des années 1640, le paysage va prendre une part croissante dans la création de Poussin. Un paysage, cette fois-ci, évoqué en tant que paysage et non plus seulement évoqué par quelques éléments. Et le paysage va permettre à Poussin de manifester toujours cette triple exigence d'invention, de disposition, d'élocution. Et il va aborder, avec des paysages, avec le paysage, des sujets historiques, mythologiques ou religieux. Le paysage, en fait, lui permet d'aller plus loin et d'explorer d'autres voies poétiques. Grâce à lui, le peintre peut dire autrement les choses, suggérer au lieu d'affirmer, enrichir le réseau des comparaisons, des métaphores, en nous faisant apercevoir ce qu'Yves Bonnefoy appellerait l'arrière-pays du sujet. Et le paysage avec Diogène du musée du Louvre est caractéristique de ces paysages historiés où les figures et la nature qui les entourent entretiennent un dialogue incessant.
on comprend bien le rôle joué ici par le paysage pour l'amplification d'un sujet qui est au départ un simple exemple moral. Il suffit de comparer le tableau de Poussin avec un autre d'obédience caravagesque plus ou moins d'un peintre originaire de la région de Gênes, Girolamo Fora Bosco. Le tableau est très beau, il est au musée Fesch d'Ajaccio et il représente le même sujet, c'est-à-dire Diogène qui se débarrasse de son écuelle comme quelque chose de superflu pour rejoindre la sagesse et pour rejoindre la nature. Mais vous voyez que le traitement est ici complètement différent et combien surtout Poussin enrichit poétiquement le sujet en y ajoutant ce grand paysage mi-sauvage, mi-civilisé, qui évoque à la fois Rome, la Normandie, des forêts solitaires, un fleuve, etc., avec ces lointains et ce ciel largement ouvert, qui est, à mes yeux, comme une sorte de métaphore poétique de la libération du sage, libération des derniers liens matériels qui l'attachent au monde, justement, ordinaire, en quelque sorte, et sa décision stoïcienne de suivre la nature, exactement comme dans certaines pages des poètes ou dans telle page de Sénèque, dans la Consolation à Elvia par exemple, où Sénèque dit en substance qu'on peut tout ôter au sage, il peut être emprisonné, il peut être torturé, il peut être exilé, à l'époque de Sénèque on exilait beaucoup, mais il va lui rester le ciel, il va lui rester la nature, et ce ciel au-dessus de la tête qui est la manifestation de Dieu, du Dieu créateur des païens comme du Dieu des chrétiens ici, eh bien, évidemment, il va donner toute sa force, toute sa vibration au paysage et au sujet. Alors, j'ai déjà parlé aussi des merveilleux pendants de l'histoire de Phocion, et j'y reviens parce que je les aime beaucoup, ces deux tableaux. Et je rappellerai seulement que le parti choisi par Poussin pour traiter cette histoire, qu'il a trouvée chez Plutarque, l'histoire du général athénien condamné à tort et dont le corps n'a pas droit de sépulture sur le territoire d'Athènes, qui va donc être évacué sur un brancard par deux esclaves et qui va être transporté, et c'est le sujet de l'autre tableau, dans la région de la ville voisine de Mégare, où il va être brûlé, où une simple femme, va rassembler ses cendres. Donc ce sujet est traité de façon significative ici par le paysage et plus encore ici par deux paysages en pendant, ce qui permet à Poussin d'opérer une ellipse du récit, puisque toute une partie centrale du récit ici est évacuée, c'est-à-dire l'arrivée à Mégare, la crémation du corps, le bûcher, etc. On va avoir donc deux moments différents. Et ces deux moments permettent à Poussin également de construire deux épisodes qui se voient. C'est-à-dire qu'il évacue des épisodes purement narratifs, qui seraient par exemple la condamnation à mort de Phocion, ou bien la crémation sur le bûcher, et il va au contraire ici laisser la parole davantage à la nature et aux architectures qui peuplent cette nature. Le héros lui-même, c'est-à-dire Phocion, n'apparaît plus que dissimulé sous un linceul emporté à la sauvette, ou bien comme un minuscule tas de cendres sur le sol dans le tableau de droite. Et du même coup, l'effet poétique se renforce. À la place d'un récit complet et circonstancié, des liens vont surgir entre ces éléments discontinus, et sans doute, j'insiste, à cause même de cette discontinuité, par la force évocatrice des deux images. J'ai rappelé en particulier l'accent mis plutôt sur l'horizontalité et un peu plus de mouvement dans le premier tableau, et au contraire l'accent mis sur la verticalité, l'ascension, l'assomption de l'âme dans le second tableau. Alors cette force évocatrice des images, elle s'impose également bien sûr dans les sujets religieux traités par Poussin. Et on pourrait évidemment ici accumuler un certain nombre d'exemples tirés de sujets profanes, comme je l'ai fait au début avec, par exemple, le mythe de Vénus et d'Adonis, ou bien des sujets franchement érotiques qui subsistent malgré tout dans l'art de Poussin et que l'exposition actuelle au Louvre ne doit pas faire oublier. Mais en même temps, en voyant et en revoyant l'exposition magnifique qui est présentée en ce moment et en lisant le savant catalogue qui l'accompagne, on s'aperçoit qu'il y a ici, dans les sujets chrétiens, énormément de poésie,
Et je donnerai ici 3 exemples. D'abord, un sujet qui a été développé hier ici même par Michael Zanto et Nicolas Milovanovic. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à cette conférence, qui était sur la récolte de la manne, célèbre tableau peint pour Chanteloup en 1638. Et ils ont dans leur commentaire, qui était un commentaire très fascinant, puisqu'ils ont pu explorer le tableau qui était présenté sur la scène grâce à la caméra, ils ont mis en valeur un certain nombre d'éléments qui sont justement des éléments purement poétiques, et l'un d'entre eux, qui est assez énigmatique à première vue, c'est ce rocher percé que l'on voit à l'arrière-plan de la composition, qui laisse passer la lumière, une lumière d'ailleurs de début du jour, le lever du jour, puisque la manne tombait pendant la nuit, elle était récoltée par les Hébreux au désert le matin. Et on voit également devant ce triangle de lumière un personnage qui semble méditer, un personnage tout petit que l'on n'aperçoit pas évidemment au premier regard, mais qui existe vraiment donc dans la composition de Poussin. Alors, effectivement, on est tenté de voir dans ce détail, qui est au départ un détail, on pourrait dire, païen, puisque Poussin a repris le motif à une peinture antique qui avait été découverte dans le sous-sol du palais Barberini, et qu'on appelle d'ailleurs souvent le paysage Barberini, qui représente une grotte des nymphes percée en son centre, symbole de fertilité donc, et qui a été beaucoup reproduite par les érudits, par les antiquaires du XVIIe siècle à Rome, notamment dans l'entourage de Poussin. Donc, et que Claude Lorrain, par exemple, a repris dans un tableau dessiné au cardinal Massimi sur la création du corail. Donc, un matériau poétique, déjà élaboré poétiquement par les anciens, philosophes, poètes, etc., autour du mythe donc, des nymphes et de la fertilité, et qui est au fond ici complètement... Poussin se le réapproprie et le réutilise pour contraster, faire un contraste avec la désolation du désert et avec la détresse du peuple hébreu, avec les épreuves qu'ils ont traversées et qu'ils continuent de traverser. Et c'est un peu la porte du salut, une sorte d'épiphanie de la grâce divine qui contraste justement avec la désolation du désert où sont répartis les personnages, désolation que le spectateur perçoit presque d'emblée, puisque, effectivement, Poussin a créé un paysage très désolé, très gris, qui est une des choses qui s'impose quand on regarde le tableau au premier coup d'œil. C'est d'ailleurs par là que commencent les descriptions en général du tableau faites au XVIIe siècle. Et l'effet général du tableau, effet pleinement poétique, repose sur cette opposition que l'on ressent d'abord physiquement, avant même la lecture plus approfondie, dont j'ai déjà parlé dans les conférences précédentes, qui se fait à travers les figures. Les figures vont permettre de comprendre les différentes réactions du cœur humain face à la grâce divine. Et au fond, comme le disait hier Michael Zanto, il faut traverser ce désert pour pouvoir accéder à la grâce. Il faut subir ces épreuves pour pouvoir accéder à la grâce. Et rien ne le dit mieux finalement que cette trouée assez étroite de lumière qui apparaît à l'arrière-plan, tout à l'arrière-plan du tableau. Autre exemple poétique, assez différent, puisqu'il s'agit toujours d'un tableau religieux, mais d'un tableau où l'architecture va jouer un très grand rôle, la mort de Saphira. La mort de Saphira, tableau du Louvre, célèbre de 1655, qui montre une scène tirée des Actes des Apôtres, où Saint Pierre, accompagné de quelques apôtres, frappe de mort violente, Saphira, qui, avec son époux, n'avait pas pratiqué la charité comme elle l'aurait dû, puisqu'elle avait hypocritement dit qu'elle avait distribué ses biens, tous ses biens aux pauvres, et qu'en fait, le couple avait gardé pour lui une partie de ses biens. Donc, ça n'est pas la vraie charité. La vraie charité, évidemment, c'est de donner tout. Et du coup, Saint Pierre, de façon terrible, la frappe de mort, et c'est la scène qu'on voit au premier plan. Mais, de façon extrêmement frappante, il y a à l'arrière-plan une autre scène très bouleversante, d'autant plus qu'elle est désignée ici
par le doigt vengeur de saint Pierre et qu'elle entre en quelque sorte en résonance avec la scène du premier plan. On est là vraiment dans un domaine à la fois, si vous voulez, d'écho exégétique, théologique presque, et en même temps d'écho poétique. Car qu'est-ce qui est mis ici en avant? C'est la nécessité de la charité. Or, ce que nous voyons ici, à l'arrière-plan, c'est une scène de charité, quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. Et cette scène de charité qui est désignée, qui est placée exactement sur l'axe du point de fuite, elle est en plus magnifiée, augmentée par la résonance que lui donnent les bâtiments et notamment, on ne l'a peut-être pas assez remarqué, un escalier qui monte ici vers le fond du tableau, vers l'arrière-plan du tableau, et qui conduit aussi le regard vers un château. Château que j'avais présenté dans la deuxième conférence en disant, au fond, c'est peut-être un souvenir arrangé du château Gaillard que Poussin avait pu voir dans son enfance et dans sa jeunesse. C'est une forteresse médiévale qui n'a pas grand-chose à voir avec les grands bâtiments romains sévères que vous voyez au fond du tableau, et qui pourrait être, là aussi, comme le suggèrent les auteurs du catalogue de Poussin et Dieu, qui pourrait être une évocation de la Jérusalem céleste, car ce château touche les nuages. Il est placé très en haut de la composition. C'est le séjour des bienheureux, c'est le séjour où pourront monter par l'escalier, justement, ceux qui auront vraiment mis en pratique l'enseignement de Jésus. Donc ici, métaphore de l'escalier et métaphore extrêmement forte et même presque violente exprimée ici par Poussin, à la fois par la pantomime des figures, par les gestes de la scène historique qui est présentée au premier plan et qui est évidemment mise en relation avec cette image poétique, cette métaphore poétique de l'escalier montant vers le ciel. Troisième exemple, dernier exemple, l'arbre de Jessé, ce grand arbre qu'on ne peut pas ne pas voir dans l'été de la série des 4 saisons. C'est un arbre très majestueux qui offre son ombre aux moissonneurs du premier plan et qui, pour les chrétiens de l'époque, dans un tableau qui est plein de références bibliques, avec au premier plan Ruth et Boaz qui lui permet de glaner dans son champ, ils vont s'unir. Et de cette union, finalement, va surgir une lignée qui va conduire d'abord à David, ensuite à la Vierge et évidemment au Christ. Et cette généalogie du Christ, elle est résumée souvent, notamment au Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle l'arbre de Jessé, qui est une vision, en fait, que David a déjà, et qu'il va justement, que Boaz, a déjà, et qui va justement préfigurer cette généalogie du Christ. Donc, généalogie du Christ de Ruth à David, de David à Marie, de Marie à Jésus, et donc une évocation finalement de Jésus lui-même, du Christ lui-même, ce qui donne tout son sens à la scène. Et quand on regarde bien les tableaux des saisons, on s'aperçoit que les arbres sont soigneusement disposés et jouent un rôle important dans et la construction des œuvres et la richesse des images poétiques mises en œuvre. Dans le printemps, évidemment, les arbres sont partout, et ce sont les arbres du paradis. Et au centre, au-dessus d'Adam et Ève, on va avoir ici l'arbre de la science. Donc, toute une série d'arbres, avec ici d'ailleurs une manière de faire venir la lumière qui, par parenthèse, peut évoquer un peu aussi le procédé utilisé par Poussin dans la récolte de la manne, une lumière divine, une lumière d'espérance, une lumière également de premier matin du monde. Dans le deuxième tableau, dans le tableau de l'été, Ruth et Boaz, on voit donc que les arbres jouent un rôle important et que l'arbre de Jessé est là justement pour témoigner de cette généalogie, de ce lien très étroit, évident pour les gens du XVIIe siècle, entre l'épisode de l'Ancien Testament et les épisodes du Nouveau Testament, entre l'ancienne loi et la loi et le salut, et également d'autres symboles sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais sont placés dans la peinture pour justement évoquer cette rencontre de Ruth et Boaz et ce qu'il va en advenir.
Ensuite, dans l'automne, on a également des arbres qui jouent un rôle important et on a un arbre mort, ou un arbre en tout cas qui fait très peu de feuilles, qui semble desséché, et un arbre au contraire qui est plein de fruits, et d'ailleurs sur lequel une femme, vous voyez, est montée pour récolter les fruits. Les fruits qui d'ailleurs sont également très présents dans le tableau par l'intermédiaire de la grappe de raisin, la grappe géante, qui évoque aussi métaphoriquement le Christ. Mais cette métaphore de la grappe, elle est au fond évidente et elle n'est pas très élaborée d'une certaine façon, puisqu'on la trouve couramment dans l'iconographie chrétienne. Ce qui est plus élaboré sur le plan poétique, c'est la manière dont Poussin va utiliser le paysage ici, et va utiliser en particulier les arbres, pour évoquer, bien sûr, peut-être la synagogue et l'église, qui sont souvent désignés de cette manière, et en même temps, bien sûr, la fécondité de la nature, la récolte des fruits à l'automne, insérant finalement la leçon biblique et la leçon chrétienne dans le cycle des saisons et dans le cycle de la végétation. Et surtout, dans la dernière toile de l'hiver, dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est le tableau peut-être le plus tragique de Poussin, et qui a été ressenti très profondément par les spectateurs de nombreuses générations, dès le XVIIe siècle, et ensuite à l'époque au XVIIIe et chez les romantiques. Et aujourd'hui encore, c'est un tableau qui nous touche beaucoup. Mais dans ce tableau, il y a évidemment l'expression générale, c'est-à-dire le gris, c'est-à-dire cette couleur plombée qui fait partie de l'élocution particulière de ce poème. Et en même temps, à l'intérieur de ce poème, il y a des images frappantes, des images qui renvoient donc à la symbolique chrétienne. Le serpent, ici, le gros serpent qui symbolise le péché, mais aussi un serpent plus discret qui est accroché à l'arbre que vous voyez ici à droite et qui rappelle le serpent d'airain de Moïse, ce serpent d'airain que Moïse, sur l'ordre de Yahvé, avait placé sur une sorte de croix pour guérir les Hébreux frappés d'épidémie. Et toute une tradition, bien entendu, d'exégèse a toujours mis en rapport cet épisode du serpent d'airain salvateur avec la croix du Christ, avec le sacrifice du Christ sur la croix, qui va guérir finalement l'humanité, qui va apporter le salut. Donc cette métaphore, elle est là, elle est présente, elle n'est pas forcément très visible, car Poussin a calculé ici ses effets, et il a placé ce serpent d'une manière assez discrète, mais quand on regarde bien le tableau, évidemment, on le voit parfaitement. Et cette métaphore, elle agit concurremment, ou de concert plus exactement, avec la poésie, on pourrait dire générale du tableau, c'est-à-dire ce grand effet d'ensemble qui nous émeut, qui nous touche, ce que Lebrun appelait dans ses conférences l'expression générale du tableau, par opposition à l'expression particulière. Et on pourrait dire que l'expression particulière, c'est-à-dire l'expression des personnages, ce que font les personnages, les sentiments qu'ils éprouvent, renvoie plutôt à l'histoire, à la peinture d'histoire, alors que l'expression générale renvoie plutôt au poème qui va agir aussi comme un tout. Une fois la lecture du poème terminée, il va continuer à vibrer en nous. Et donc le poème est beaucoup plus qu'une narration, c'est une véritable évocation, et une évocation quasiment musicale. Donc ces deux serpents sont des éléments parmi d'autres, comme les arbres dans les autres tableaux, de cette grande composition qu'on peut appeler véritablement polyphonique des saisons, et avec des arbres, avec des nuages, avec des rochers, Poussin sait nous dire beaucoup de choses. Alors, il faut clore ces conférences avec ce magnifique cycle des saisons, qui est sans doute l'un des plus poétiques qui ait jamais été réalisé dans toute l'histoire de la peinture, sous des dehors, je dirais, presque modestes et discrets. Ce ne sont pas des tableaux qui font beaucoup de bruit. Il faut y entrer, il faut les regarder patiemment. Et surtout, ce qui fait leur richesse poétique, c'est que justement, nous n'avons pas affaire à un seul tableau, à un seul poème, mais nous avons affaire à 4 épisodes différents, à 4 images différentes qui vont se mêler dans notre perception et qui vont également résonner les uns par rapport aux autres. Victor Hugo l'a dit, un poète est un monde
enfermé dans un homme. Je disais, Poussin est un monde, en rendant hommage à une phrase que Pierre Rosenberg avait prononcée au Japon il y a quelque temps, Poussin est un monde. Et là, un poète est un monde enfermé dans un homme, c'est une citation de la légende des siècles, et j'ajouterais, on n'en a jamais terminé avec ce monde ni avec cet homme. Comme avec les grands auteurs de la littérature occidentale, Homère, Virgile, Hugo, pourquoi pas, mais également Montaigne, Proust, qui sont des auteurs hautement introspectifs, mais qui contiennent dans leur œuvre tout un monde d'une grande, grande diversité. Donc il faut revoir les tableaux de Poussin, les laisser longuement résonner en nous, car dans l'ordre de la peinture, il démontre que la poésie, ça veut dire non seulement invention, disposition, élocution, mais aussi recherche de l'universel, dépassement de l'anecdote individuelle, dépassement des circonstances particulières, pour élaborer un trésor délectation, qui a su jusqu'à aujourd'hui traverser les siècles. Je vous remercie de votre attention.